Nous sommes le lundi 8 septembre. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Une. Content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Gros menu encore une fois aujourd'hui. Déjà en studio autour de la table avec moi, Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour. Bonjour Mathieu. Et Véronique Méran. Bonjour. Bonjour. Une belle semaine devant nous, Véronique, d'ailleurs. Magnifique, Oui. qui saura plaire à plusieurs. Ah, ben tant mieux. Alors, on peut imaginer du soleil, du beau temps, tant mieux. On va faire le tour des prévisions de la météo dans les prochaines minutes. Julie-Jasmine à la chronique culture, actualité culturelle. Vous allez revenir sur cette cérémonie hier soir des MTV Video Music Awards. La célébration du vidéoclip. Oui, ça existe encore. Oui, mais c'est ça, comme on disait dans mon temps. Et donc, de quoi a été composée cette soirée? Je dirais, selon moi, il y a eu une reine. Ah oui? Elle a cassé la baraque. Saurez-vous deviner de qui il s'agit? J'avoue que j'ai lu les journaux ce matin. Et je pourrais miser sur Lady Gaga, mettons. Qui a lancé un tout nouvel extrait. Puis en plus, elle était excellente. J'ai hâte de vous en parler comment c'était cette soirée. Parfait. On va y revenir dans les prochaines minutes. Jean-Philippe Robillard également sera avec nous pour nous parler de la situation politique en France, le gouvernement de François Bayrou qui pourrait tomber. Donc, Jean-Philippe va nous expliquer les tenants et aboutissants de ça. On va parler de sport, de tennis également. Tout de suite, faisons les prévisions de la météo. Alors, une belle semaine en vue et ça commence aujourd'hui avec une belle journée. Exactement, une belle journée et un peu de fraîcheur. Donc, 12 à cette heure-ci quand même. Comparé à la semaine dernière, c'est sûr qu'on n'est pas dans le même ordre de température. Hein? Donc, un petit peu plus frais, mais il y aura quand même une petite fluctuation. Là, on se maintient légèrement sous la normale, donc près de la barre des 20 degrés. Oups, un peu plus. Demain, mercredi, on touchera encore du 23, 25 degrés possible. Donc, une très belle semaine. Pas mal de soleil aujourd'hui et demain. Il y aura peut-être un petit peu plus de nuages là, jeudi, mais disons que dans l'ensemble, ensoleillé, variable, ça fait le travail pour une bonne partie de la semaine. Aujourd'hui, peut-être en fin d'après-midi, ciel qui deviendra voilé en raison de la fumée dans l'ouest, une fumée qui va demeurer en altitude, qui ne devrait pas altérer la qualité de l'air non plus, principalement. L'Outaouais, Laurentides, la Naudière, Mauricie, Québec pourraient voir le ciel se voiler en fin de journée en raison des feux de l'ouest. Mais sinon, il n'y a pas de bémol. Les températures, c'est du 17-21 degrés pour l'ensemble des secteurs. Les vents aujourd'hui, secteur ouest, une vingtaine de kilomètres à l'heure. La nuit prochaine, 10-11 toujours Montréal, 5-7 degrés en secteur montagneux. Puis il y avoir des petits brouillards au cours de la nuit. Demain, beau temps aussi, 21-23 degrés et ça grimpera jusqu'à 22-24 degrés pour la journée de mercredi. Alors oui, c'est du beau temps. Il y a peut-être l'Abitibi qui fait exception ce matin. Il y avait encore quelques averses tôt ce matin, 5 degrés du côté de Val-d'Or. C'est pas chaud, mais ça devrait s'estomper. Ça deviendra variable aujourd'hui. Le maximum est 17. Un ciel variable également pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent avec 15-16 degrés au thermomètre. La Gaspésie, la Côte-Nord, c'est du 16 à 18 aussi. Plutôt beau temps également dans l'est du Québec là, pour le début de la semaine. En territoire ontarien aussi, un petit peu plus nuage cet après-midi sur la portion nord, 17-18 degrés vers Sudbury, Thunder Bay. Toronto-Windsor, la vingtaine. Ottawa également, plutôt beau là aussi. Donc vraiment rien à dire là, sur le sud de l'Ontario. C'est du beau temps aussi. Dans l'ouest, les températures se maintiennent un petit peu plus élevées que les moyennes. On ira avec 26-28 degrés. Edmonton, Calgary, Regina, beaucoup de fumée. Edmonton et Calgary avec, la qualité de l'air ne semble pas affectée pour l'instant, mais il y a quand même des avis qui pourraient être émis au cours de la journée. Vers Winnipeg, même chose, l'ennuagement se fait. Petite probabilité d'averse en fin de journée. On maintient le mercure autour de 22 et malgré les nuages à Vancouver, la vingtaine de degrés. Donc, dans l'ouest, encore du temps un petit peu plus chaud cette semaine. Et dans l'est, on est quoi? La normale, c'est 21 pour cette période-ci de l'année. On gravite autour de ça et un petit peu plus. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée.
Olivier Pellerin est avec nous maintenant pour parler sport. Bonjour Olivier. Bonjour. On revient sur le US Open, les internationaux des États-Unis. C'est Carlos Alcaraz qui a remporté la grande finale masculine. Dans ce énième duel entre les deux joueurs, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, qui se sont affrontés 5 fois, incluant le match d'hier dans cette finale des internationaux des États-Unis. Ils se sont partagés d'ailleurs les 2 premiers titres. C'est la 3e finale de tournoi majeur cette saison. Ils se sont partagés les 2 premiers titres cette année. Donc, il fallait départager et trouver un gagnant hier. Oui. Et c'est Carlos Alcaraz qui l'a fait en 4 manches. 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Dans un match très attendu entre 2 joueurs qui se connaissent énormément. D'ailleurs, Carlos Alcaraz, lorsqu'il a accepté son titre, a dit « Je côtoie Yannick Sinner un peu plus même que ma famille présentement, tellement on se retrouve sur le terrain. » Donc, devenu presque membre de sa famille. Oui, c'est ça. Et donc, dans un grand match, encore une fois, qui n'a pas déçu. Oui, à l'avantage de Carlos Alcaraz, non pas en 5 manches, mais quand même dans un match disputé où Carlos Alcaraz a démontré à l'issue de ce tournoi qu'il était vraiment le meilleur des 2 joueurs dans cette quinzaine à New York. Et il y avait un enjeu de taille parce que le premier rang mondial était à l'enjeu. Et justement, c'est Carlos Alcaraz ce matin qui atterrit au premier rang de ce classement chez les hommes. Ça, c'est quand même exceptionnel. Yannick Sinner détenait ce premier rang depuis juin 2024. Donc, 1 an plus tard, le voilà détrôné par Carlos Alcaraz, qui est vraiment impressionnant et qui figure certainement, qui fait figure là, de patriarche, si on peut dire, de ce classement mondial chez les hommes. C'est vraiment impressionnant. Et donc, ça a été toute une finale. Vous avez peut-être vu aussi Donald Trump qui est allé faire un petit tour hier à cette finale à New York, hué, chahuté un peu par les spectateurs. Donc ça aussi, ça n'a pas manqué de faire réagir. Puis il faut rappeler aussi cette magnifique demi-finale aussi de Félix Auger-Aliassime. Ça s'est déroulé au cours du week-end. Mais belle demi-finale contre Yannick Sinner, où il a pu lui enlever une manche. Les 2 seuls à l'avoir fait, ce sont les 2 Canadiens, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ceci dit, cette quinzaine a été lourde et chargée pour Félix Auger-Aliassime et il a donc confirmé que ce sera forfait pour lui dans ce duel Canada-Israël en Coupe Davis. Donc, il souhaite se reposer. Ça a été une année très chargée et donc il va passer son tour pour cette édition. Et donc, ce sera Gabriel Diallo qui sera la tête d'affiche de l'équipe canadienne. Donc, voilà pour ce tableau masculin qui aura encore fait beaucoup jaser cette année. Au football, fin de la première semaine d'activité dans la NFL. Donc, c'est le début officiel de la saison. Plusieurs bons duels hier, d'ailleurs, pendant la journée, pendant ce dimanche de football. Oui, il y a ce duel qui a terminé cette soirée, qui a clôturé cette soirée entre les Bills de Buffalo et les Ravens de Baltimore. Un match par une seconde, en fait. Oui, exactement. Un placement de 32 verges en toute fin de match pour les Bills pour aller décrocher cette victoire dans un match âprement disputé entre 2 corps arrière électrisants, Lamar Jackson et Josh Allen. Vraiment, là, c'était impressionnant de les voir aller hier. Il y avait aussi Aaron Rodgers qui faisait un retour avec les Steelers de Pittsburgh contre son ancienne équipe, les Jets de New York. Et pour eux, ça a été aussi une victoire, 34-32, dans un match où il a quand même lancé 4 passes de toucher. Donc ça, c'est peut-être rassurant. J'imagine qu'au calendrier, là, il y avait une étoile sur ce match. Et le voilà donc derrière lui avec cette victoire pour Aaron Rodgers. Et ce soir, il faut surveiller le dernier match de cette première semaine d'activité entre les Bears et les Vikings. Et donc, c'est lancé pour cette saison de la NFL. Bonne saison avec aux amateurs. Merci beaucoup, Olivier. Plaisir. Bonne journée. Revue de presse. Maintenant, je vous parlais de la situation politique en France. Celle au Québec risque de retenir l'attention cette semaine parce qu'on sait qu'il va y avoir un remaniement ministériel à Québec. Et on apprend sur le site de Radio-Canada de ce matin, André Lamontagne et Suzanne Roy, donc 2 ministres qui ne seront pas de retour autour de la table du Conseil des ministres. C'est un article de Véronique Prince, alors que François Legault, écrit Véronique, et sa garde rapprochée se cassent la tête pour renouveler le Conseil des ministres. Sans le grossir, André Lamontagne et Suzanne Roy pourraient alléger un peu la tâche au premier ministre à Radio-Canada, qui a appris que les 2 vont céder leur place, ne comptent pas se représenter aux prochaines élections. Et selon les informations de nos collègues à Québec, le remaniement ministériel aura lieu ce mercredi. Et il est question également, dans l'article de Véronique, du casse-tête des régions. On veut amener du sang neuf autour de la table du Conseil des ministres, mais on veut également une représentativité dans les régions. On a appris d'ailleurs qu'en Abitibi, Témiscamingue, où il ne parvenait pas, François Legault, à sélectionner un élu,
La solution est simple, c'est le premier ministre qui va devenir lui-même responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, plusieurs détails dans l'article de Véronique de ce matin en une du site de Radio-Canada, radiocanada.ca. Dans la presse de ce matin, le quotidien fait sa une avec les premiers répondants surexposés à l'horreur, titre le quotidien. Ils sont témoins, ces premiers répondants, de scènes difficiles, évidemment, et ils emportent les séquelles, écrit la presse. 2 pompiers qui se sont suicidés en 4 ans, des cas de détresse qui ont bondi également, et une aide psychologique qui est insuffisante, une formation aussi souvent qui est inadéquate. Comment faire en sorte que l'on survive, qu'on soit en mesure de passer outre les séquelles. On gère le chaos. C'est une citation en une d'un article donc de la presse, d'un dossier consacré par la presse à ces premiers répondants qui, dans certains cas, et on donne un exemple dans l'article d'un pompier, justement, qui a tenté de réanimer une adolescente qui avait l'âge de sa fille. Des moments très difficiles qui ont mené, dans certains cas, à des suicides. Donc, enquête de la presse à ce sujet-là qui pose la question, est-ce qu'on devrait et est-ce qu'il ne faudrait pas que ces gens-là aient davantage de suivi psychologique ou facilement accès à de l'aide psychologique? En une du Journal de Montréal, il en est question dans à peu près tous les quotidiens ce matin, la mort de Ken Dryden, le dossier, le journal qui consacre une section spéciale de 15 pages sur cette légende du hockey qui a aussi été avocat, politicien et en une du journal avec son célèbre masque bleu-blanc-rouge et cette pose à côté sur son bâton de hockey. Sinon, le journal nous raconte également l'histoire d'un jeune homme qui a été sauvé de sa leucémie grâce à un médicament fait ici. Il se porte bien depuis 6 ans en raison d'une intervention, dit-on, révolutionnaire dans le journal. C'est un jeune patient qui s'appelle Ludovic Tamaro. 6 ans après l'intervention à Maisonneuve-Rosemont. Donc, il est en rémission grâce à un traitement expérimental mis au point ici à Montréal. Son histoire est en une du Journal de Montréal. Sinon, dans Le Devoir, on fait sa une avec cette photo d'une manifestation des parents, titre-t-on, se mobilisent contre les coupes en éducation. Il y a eu une manifestation hier à Montréal. Ce sont des citoyens qui sont choqués par ces restrictions budgétaires en éducation. Plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté hier, il en est question. Et également, la une du Devoir de ce matin fait état de réno, entre guillemets, farfelu. Est-ce que ça a menacé Face à sa perte? Face, c'est une école privée, donc qui se spécialise, une école primaire et secondaire bilingue, se spécialise en fait dans les beaux-arts, qui se situe au centre-ville et qui serait mise en vente, une décision prise par Québec en évoquant un coût de 375 millions de dollars que Québec jugeait trop élevé pour rénover le bâtiment de 5 étages d'intérêt patrimonial qui a été construit en 1914. Donc, l'école Face, cette école du centre-ville de Montréal qui pourrait fermer. Et on donne des détails sur peut-être qu'il y a eu des extravagances, finalement, au moment d'aller de l'avant avec des rénovations. Article complet à lire dans Le Devoir de ce matin. Et le Globe and Mail qui fait sa une avec ce triomphe, et Olivier nous en parlait, d'Alcaraz au US Open qui a été dominant face à Yannick Sinner. La France, donc, qui s'apprête à replonger dans une nouvelle crise politique. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Donc, des réformes impopulaires, une crise de l'endettement. Ouais. Le gouvernement Bayrou fera aujourd'hui l'objet d'un vote de confiance et il pourrait être défait. Donc, il pourrait y avoir obligation de former un nouveau gouvernement, encore une fois, en France. Oui, effectivement. Donc, ça pourrait être sa chute au premier ministre Bayrou, qui serait, dans le fond, qui sera, Mathieu, si ça s'avère, le 3e premier ministre à quitter son poste en un an. Parce que c'est pas un secret, là, c'est pas un mystère. Les partis d'opposition ne s'en cachent pas. En France, ils n'ont pas l'intention de lui accorder leur confiance. Ils vont voter contre son gouvernement, contre le gouvernement, pour sanctionner, dans le fond, la méthode, les choix politiques de François Bayrou, le premier ministre, on le sait, qui est très critiqué, qui a d'ailleurs demandé, il y a 2 semaines, un vote de confiance sur son projet de budget pour endiguer l'endettement de la France qui ne cesse d'augmenter. On écoute le premier ministre français. Les députés des uns qui refusent d'accorder un regard ou de serrer la main aux députés des autres, même quand ce sont des jeunes députés. Ce sont des formations qui sont hostiles jusqu'aux racines les unes aux autres.
Et qu'est-ce qui arrive si le premier ministre français perd ce vote de confiance? Oui, comme à peu près tout le monde le prévoit, il devra il devra remettre sa démission, ce qui pourrait replonger la France dans une nouvelle crise politique. Déjà, il y a des tractations pour remplacer le premier ministre, mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce que va faire le président français Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va décider de nommer un premier ministre ou encore est-ce qu'il va décider plutôt de dissoudre l'Assemblée nationale comme le souhaitent les partis d'opposition? On écoute Marine Le Pen du Rassemblement national. La France est en état d'asphyxie démocratique. Cette absence de légitimité politique structurante organisée par les partis du système n'ont fait que s'aggraver, plongeant la nation entière dans l'incertitude. Alors, c'est en début de soirée vers 19h, 20h, heure de Paris, donc en début d'après-midi, là, pour nous, ici au pays, qu'on va connaître les résultats du vote, le sort, si on veut, là, du premier ministre français. Et c'est un vote, vous l'avez dit, donc, j'en ai parlé, qui pourrait déclencher donc une nouvelle crise politique en France, alors que dans 2 jours, il y a une grande journée de mobilisation là, qui est prévue, de grève et de blocage, là, ce qui pourrait paralyser là, le pays. On va suivre ça dans les prochaines heures, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Bonne journée. Oui, il y a encore des vidéoclips, évidemment, scène culturelle maintenant avec Julie Jasmine. Rebonjour, Julie Jasmine. Mais c'est pas comme à une certaine époque où il y avait ces chaînes câblées, je pense à MTV, à Musique Plus, où on regardait en boucle des vidéoclips. Il y a d'autres plateformes maintenant, mais il y a encore des cérémonies pour récompenser ces vidéos, justement, ces vidéoclips, les MTV Video Music Awards, et c'était hier soir. C'est ça, les VMAs pour les intimes. Et c'est toujours par ce gala-là que vient le scandale. Cette année, pas un grand scandale. Bon, sage comme une image. Lady Gaga qui a remporté le tout premier prix de la soirée à 8h10. C'était d'ailleurs la plus nommée, 12 citations au total. Artiste de l'année, c'est pas banal quand même. Et sachez qu'elle est partie tout de suite après avoir reçu son prix. Elle est partie à la course au Madison Square Garden parce que c'était pas là, c'était au USB Arena, qui est à peu près une trentaine de kilomètres, je dirais. Et ce qu'on a fait, c'est que parce qu'elle était en spectacle au Madison Square Garden, et 1 heure après avoir remporté son prix, on a braqué la caméra là-bas pour qu'elle puisse faire 2 chansons, donc une captation en direct. Et c'était magnifique d'ailleurs parce qu'elle a lancé son nouvel extrait que je vous ai fait écouter un petit peu plus tôt. Alors, je vais vous faire entendre ses remerciements à Lady Gaga, évidemment élégante en remerciant son public. I dedicate this award to the audience. You very much deserve a stage to shine on, and I give you all my applause. Alors voilà, elle a dit à son public que c'est lui qui méritait toute la lumière, que c'était pas elle nécessairement qui le méritait. Alors je trouvais ça quand même assez sympathique de sa part. Ariana Grande a remporté 2 prix, dont vidéo de l'année, puis meilleure chanson pop et la chanson de l'année. Si je vous disais APT... Oui, mes enfants m'ont beaucoup demandé cette chanson-là. Bien, pour la référence, je me suis dit, je vais vous la mettre un peu en sourdine. Ce qui est intéressant avec cette chanson-là, c'est elle s'appelle Rosé, elle a 28 ans. C'est une choréo néo-zélandaise qui fait un duo avec Bruno Mars. Et d'ailleurs, donc, chanson de l'année, bien sûr, comme je le disais, mais elle est devenue la première artiste de la K-pop à réussir un tel exploit. Alors, et parmi, les autres prix, album de l'année, t'es allé à Short and Sweet de la jeune Sabrina Carpenter, 26 ans, américaine, qui, dans son numéro, affichait des pancartes en soutien, dans le fond, aux protections des droits des trans. Alors ça fait jaser beaucoup. C'était aussi soirée des hommages, dont l'hommage à Ozzy Osbourne, évidemment, qui est décédé cet été. Oui, c'est ça. Il y a eu un numéro justement dédié à Ozzy Osbourne, d'un jeune Britannique qui s'appelle Youngblood, avec Steven Tyler et Joe Perry d'Aerosmith. On les a sortis. Steven Tyler, c'était plus difficile là, vocalement. On sait qu'il y a des problèmes de voix depuis déjà quelques temps. Un prix hommage aussi au rappeur Busta Rhymes pour l'ensemble de son impact culturel. Mariah Carey, un prix hommage également pour toute son influence sur l'industrie du disque. Elle nous a fait un assortiment de chansons. Elle n'a pas fait All I Want for Christmas is You.
Tant mieux. Non, j'allais dire dommage parce que ça aurait donné un peu de pep. C'était un numéro qui est un peu tombé à plat. Et Ricky Martin, 53 ans, célébrait hier son 26e anniversaire de sa toute première performance au VMAs. Alors, il a dit dans son discours de remerciement qu'il voulait un pays uni qui brise les frontières parce qu'on lui a remis l'icône de l'artiste latin. Alors, je vais vous faire entendre un petit extrait. Au moment où je me suis replongée, j'avais à peu près 16 ans à ce moment-là. Ça a marché fort. ça reste dans la tête. Oui. Ça nous fait plaisir de vous avoir mis ça dans la tête ce matin. On va changer de registre. La Québécoise Jessica Lee Gagné, qui a gagné un Emmy, ça c'est samedi, lors de la soirée des prix techniques pour Severance. Exactement. Jessica Lee Gagné pour la meilleure direction photo d'une série d'1 heure. C'est une fille de Québec qui a étudié à Concordia, qui a travaillé avec Ben Stiller sur une des productions. Okay. Et finalement, lui, vu qu'il coproduit Severance, il l'a amené sur ce projet-là. Et d'ailleurs, on va surveiller son parcours la semaine prochaine, dimanche prochain, parce que ce sera les Emmy, mais la grosse soirée télévisée durant laquelle elle est nommée aussi pour meilleure réalisation dans une série dramatique. Et j'enchaîne. Ce soir, petit rappel, prenez votre bain tôt, Mathieu, et brossez vos dents parce que c'est toute une soirée télé. 19h, ça part, anti-gang pour 1 heure. Ensuite, Dumas, également à 21h, avant le crash. Et je termine aussi avec une nouvelle de dernière heure. Là. Oui. C'est en fait le chanteur et cofondateur du groupe rock britannique Supertramp, Rick Davies. On a appris son décès. Donc, lui qui a lutté pendant plus de 10 ans contre le cancer. On a annoncé ça, là, les membres de la formation. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Je t'en prie. Bonne journée. Bye demain. Bye. À surveiller aujourd'hui, entre autres, voyons, je vais l'avoir, la situation politique en France et donc possible chute du gouvernement de François Bayrou. Nos correspondants, nos collègues qui sont postés à Paris nous donneront des nouvelles, évidemment, à ce sujet-là. Vous avez probablement vu passer ça en fin de semaine, les agents de bord d'Air Canada qui ont rejeté l'entente de principe. Le syndicat pourrait donner des commentaires, donner une conférence de presse un peu plus tard aujourd'hui. Reprise également de la commission Galland qui est à Québec cette semaine. On va suivre ça, entre autres. Et au cours des dernières heures, on nous rapporte une fusillade à Jérusalem. 4 personnes ont été tuées lors d'une fusillade dans la banlieue de Jérusalem. La police a dit de son côté que les auteurs de la fusillade ont été tués. Donc, on va continuer de jeter un œil sur la situation là-bas. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire à la une, @radio-canada.ca. Vous pouvez également écouter l'émission en rattrapage en tout temps sur l'application audio. Bonne journée, bon début de semaine.